SummerSlam, c'est un show qui m'a toujours passionné. Historiquement, le show a proposé des matchs et des moments qu'on n'oubliera jamais, que ce soit dans les années 90, 2000 ou même 2010, et depuis quelques années, la WWE a vraiment montré la volonté de transformer ce show en un petit WrestleMania. D'ailleurs, ça fait maintenant quelques temps que SummerSlam a lieu dans un stade, et ça, c'est un moyen de montrer que c'est pas un pay-per-view comme un autre. C'est un show dans lequel des choses immenses se produisent, et avec la carte et les rumeurs de l'édition de cette année, il y avait clairement de quoi faire. Et donc, comme chaque mois, il va être l'heure de revenir ensemble sur le show qui a eu lieu cette nuit, et de voir si SummerSlam 2024 a été ou non à la hauteur des immenses attentes de tous les fans. Bon, enfin pour la première fois depuis WrestleMania, on a un show avec plus de 5 matchs et franchement ça fait plutôt plaisir. D'autant que la soirée s'ouvre avec le match pour le titre de championne du monde qui était très attendu au vu de l'histoire racontée. Cette rivalité pour moi c'est juste l'une des plus intéressantes de la division féminine depuis un bon moment. Parce que oui, malheureusement on l'a vu, la WWE a beaucoup de mal à raconter de grandes histoires avec les catcheuses alors qu'en vrai il y a vraiment de quoi faire. Justement là ils ont enfin réussi. Depuis des années, Dominic Mysterio est associé avec Rhea Ripley et les deux ont une espèce de relation ambiguë qu'on a du mal à définir, et tout se passait en fait très bien jusqu'à WrestleMania. Rhea avait conservé son titre et elle s'apprêtait à se diriger vers une autre histoire, mais après une attaque dans les vestiaires par Liv Morgan, la championne a subi une blessure à l'épaule et elle a donc dû rendre son titre vacant. Une bataille royale, un match et une intervention ratée de Dominic Mysterio plus tard et c'est Liv Morgan qui se retrouve avec la ceinture et qui promet finalement de tout prendre à l'ancienne championne. Pour le titre, on l'a vu, c'est déjà chose faite, mais Liv elle voulait que son arc de rédemption aille plus loin. Et donc elle a commencé à se rapprocher de Dominic Mysterio pendant des semaines. Elle a pas arrêté de le coller et lui a tout fait pour essayer de lui faire perdre sa ceinture, mais à chaque fois il commettait une erreur qui se retournait contre lui et qui finissait par donner la victoire à Liv Morgan, ce qui a très vite lancé des théories. En fait, beaucoup de fans imaginent que Dominic travaille en secret avec Liv Morgan et qu'il va donc trahir Rhea lors de SummerSlam, puisque même si depuis son retour il s'est rangé à ses côtés en rejetant Liv, on n'est pas non plus à l'abri d'une surprise. À côté de ça, d'autres personnes pensent que depuis le début le traître c'est Finn Balor et qu'il va révéler un plan bien plus important pour finir par écarter Rhea du Judgment Day. Bon, dans tous les cas, vous l'aurez compris, pour moi ça faisait absolument aucun doute qu'il allait se passer quelque chose et que Liv Morgan allait réussir à conserver, mais comme justement je savais pas précisément ce qui allait se passer, j'avais quand même hâte de voir ce combat. Et écoutez, j'ai pas été déçu du tout. Pour ouvrir la soirée, c'était un excellent choix comme je l'ai dit, et l'histoire a été racontée à merveille. D'entrée de jeu, Liv Morgan tente de fuir à l'extérieur pour éviter une confrontation avec une catcheuse clairement plus puissante qu'elle, et Rhea finit par trouver un moyen intelligent pour forcer l'affrontement, ce qui évidemment lui est favorable. À partir de là, s'ensuit une petite domination de la challengeuse qui clairement n'a pas énormément de soucis à se faire face à la championne, mais malheureusement pour elle et pour son copain Dominic Mysterio, Rhea est esquivée et envoyée dans le coin par son adversaire à 2 reprises, ce qui lui vaut de se déboîter l'épaule une nouvelle fois. C'était cette blessure qui l'avait écarté des rings après WrestleMania, et franchement sur le moment j'avais vraiment un petit peu peur, parce que j'ai aucune idée de comment elle fait, mais Rhea elle arrive parfaitement à nous faire croire que l'épaule elle est détruite. Bon, heureusement tout ça fait partie de l'histoire racontée, puisque Liv continue à travailler sur le bras pendant de longues minutes, et c'est d'ailleurs son seul moyen de prendre le dessus, puisqu'après de longues minutes de souffrance, Rhea revient et se remet l'épaule en place en s'éclatant contre la table des commentateurs. Alors, n'essayez pas chez vous, je suis pas sûr que ça marche comme ça, mais dans le match c'est franchement plutôt badass, et même si Liv finit par revenir dans le ring avec un DDT et qu'elle reprend peu de temps après son travail sur l'épaule en allant même chercher une chaise à l'extérieur, rien n'arrête Rhea qui se remet encore une fois le bras en place pour continuer le match. Avec ça, on a un combat certes basique sur le principe, la championne en difficulté qui cible le point faible de son adversaire, mais déjà c'est pas mal, et puisqu'en plus l'histoire est très importante, c'est encore plus cool. En plus, ce moment permet à Rhea d'écraser Liv avec son Riptide, et alors qu'elle pourrait totalement conclure le match, la challengeuse veut aller plus loin. Elle veut se venger de Liv et la détruire pour de bon, et donc elle s'empare de la chaise pour lui envoyer un coup fatal, mais à ce moment-là, Dominic Mysterio monte sur le tablier du ring et l'en empêche. Alors, on pourrait croire que c'est une trahison, mais en fait pas du tout, du moins pas encore. Si Rhea utilise cette chaise, elle va certes prendre sa revanche, mais elle va surtout perdre le match par disqualification, et donc, elle sera pas championne. Et c'est justement pour ça que Dominic l'en empêche. Enfin, ça en tout cas, c'est ce qu'on pense à ce moment-là, parce que quelques instants plus tard, Liv revient et frappe Rhea qui fait chuter Dominic, avant de placer son Oblivion sur son adversaire, pour obtenir un compte de 2 qui m'a vraiment fait peur. Oui, parce que personnellement, j'aurais pas du tout trouvé la fin satisfaisante si le match s'était conclu comme ça. Mais justement, heureusement, le combat continue, et le grand moment arrive enfin, puisque Dominic glisse la chaise dans le ring dans le dos de Rhea Ripley, et à la grande surprise des fans, il monte sur le tablier pour distraire l'arbitre et demander à Liv d'en finir, ce qui permet à la championne de placer sa prise de finition sur la chaise et de river les épaules de son adversaire pour conserver son titre devant un Dominic Mysterio tout sourire.
Sauf que, en fait, à ce moment-là, le match est bel et bien terminé, mais Rhea n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Elle pense juste que Liv a réussi à profiter de la chaise pour l'écraser, et encore peut-être qu'elle a même pas réalisé que le finish avait été fait sur une chaise. Et donc, pour bien s'assurer que la trahison est totale, Dominic se place face à son ancien associé et embrasse Liv Morgan dans un moment absolument dingue. Du coup, au moment où je parle, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas si Liv et Dom travaillent ensemble depuis le début, si Dom a décidé tout seul de tourner le dos à Rhea Ripley ou s'il avait un plan plus important en tête, mais quoi qu'il arrive, le résultat est logique et l'histoire est très bien racontée, donc franchement, c'est un très bon début de soirée. Et vous allez voir que c'était très loin d'être fini, parce que si toute cette histoire elle se déroule entre Liv, Dom et Rhea, elle concerne aussi le Judgment Day. Et donc on va retrouver les 3 derniers membres dans les vestiaires avec le champion du monde Damien Priest qui est hors de lui suite au résultat du match, et qui soupçonne Finn Balor d'être au courant depuis le début, ce qui vous allez voir va être très important d'ici de nombreuses minutes. Mais bon, avant d'en arriver là, il y a encore toute une carte à passer en revue, et on va donc pouvoir passer au match suivant entre Sami Zayn et Bron Breakker pour le titre intercontinental. Bon, ce match de championnat, pour moi, il a été très particulier. En fait, il n'y a pas énormément de choses à dire sur la construction. Bron Breakker, c'est un jeune catcheur qui vient de NXT et qui a fait un grand impact dès ses débuts, mais qui a malheureusement perdu son match de championnat contre Sami Zayn lors de Money in the Bank. Du coup, l'histoire racontée, c'était que Bron avait juste sous-estimé Sami Zayn et qu'il était trop arrogant, ce qui avait causé sa perte, et donc après avoir battu Ilya Dragunov de manière étrange, c'est-à-dire juste par arrêt de l'arbitre, le jeune catcheur a obtenu une nouvelle chance, et là pour moi, il fallait absolument qu'il gagne. Et je vous le dis direct, la WWE a fait le choix parfait. Je sais que certains ne seront pas d'accord, et c'est normal, c'est du catch, on a chacun des avis différents, mais j'ai trouvé l'exécution de ce combat juste excellente. On a eu zéro perte de temps, Bron Breakker s'est directement jeté sur Sami avec son spear, et le champion l'a esquivé pour le laisser s'écraser dans le coin, avant d'enchaîner à son tour pour dominer les premiers instants du match. Avec ça, Sami a pu tenter lui aussi de finir le match, en profitant de la vitesse de Breakker pour tenter son Hell of a Kick, mais puisque son dernier avait bien étudié suite à leur dernier affrontement, il a pu esquiver et cette fois-ci prendre le dessus. Grâce à sa puissance, Bron Breakker a dominé le champion avec des gros coups et des grosses prises et il s'est pas laissé surprendre par les tentatives de retour du champion, l'écrasant notamment au sol avec son Breakker Steiner qui est toujours aussi impressionnant. Le challenger n'a du coup pas commis les mêmes erreurs qu'à Money in the Bank, il était pas surconfiant et il est resté plutôt concentré dans le match, mais puisque Sami Zayn reste un champion sérieux, il a pu revenir sur un contre pour placer sa Blue Thunder Bomb et tenter de remporter le match. Évidemment, Breakker s'est dégagé, mais ça n'a pas stoppé le champion qui en a remis une couche avec son Exploder Suplex, mais au moment où il voulait en finir pour de bon avec son Hell of a Kick, Breakker reprend ses esprits et sort de nulle part un spear qui découpe Sami Zayn pour reprendre l'avantage. Après ça, il en faudra pas beaucoup plus pour que le jeune Bron Breakker atteigne son objectif, puisqu'il s'élance dans les cordes à pleine vitesse et finit par capter Sami Zayn avec un deuxième spear encore plus explosif, qui lui permet de river les épaules du champion pour remporter pour la première fois le titre intercontinental. Du coup, en moins de 6 minutes, Bron Breakker a réparé ses erreurs de Money in the Bank pour atteindre son objectif, et même si la durée du match peut en décevoir certains, je trouve que la construction avec les deux adversaires qui tentent de gagner le match à chaque occasion, bah en vrai, c'était très cool. D'un côté, Sami savait que son adversaire était dangereux, et de l'autre, Bron voulait surtout pas tomber dans le même piège que le mois passé, donc franchement, c'est un excellent choix, le match est court et efficace, et le vainqueur est hyper logique, donc honnêtement, un grand bravo. Avec ça, j'ai hâte de voir quel avenir attend Bron, puisqu'on sait qu'une victoire pour un titre majeur sur une grande scène en début de carrière, ça promet souvent un avenir radieux, donc je vous conseille de garder un œil sur lui, parce que c'est sans aucun doute le futur de la WWE. Et justement, puisqu'on est sur des catcheurs qui ont des opportunités bien méritées, il va être l'heure de parler de la mégastar LA Knight, qui affronte ce soir le champion des États-Unis Logan Paul, pour tenter lui aussi de récupérer son premier titre à la WWE. Bon, là c'est vrai qu'on est sur une histoire un petit peu compliquée, parce qu'elle s'est faite par promo interposée, étant donné que Logan Paul n'est pas le champion le plus présent, mais malgré tout, vous me connaissez, en tant que fan de LA Knight, j'avais très hâte de le voir gagner. La rivalité, elle est plutôt simple, LA Knight en veut au titre de Logan Paul depuis longtemps et il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut justement à cause des absences du champion, mais c'est finalement chez Logan à Cleveland que LA Knight obtient enfin ce qu'il désire et qu'il a l'occasion de remporter son premier titre dans le roster principal. Vous vous en doutez, LA Knight c'était mon pronostic et mon envie parce que je pense qu'il mérite vraiment, mais puisque Logan Paul avait annoncé une surprise à son adversaire, j'avais quand même un petit doute. Alors, heureusement, la surprise en question, elle a vite été révélée, parce que c'était juste Machine Gun Kelly, voilà, super. Et donc on a pu avoir l'entrée du roi LA Knight qui a mangé une immense ovation dans un stade qui, je le rappelle, est situé dans la ville de Logan Paul, mais bon, à part ça, il a plus aucune popularité avec les fans. Bref, ce match était clairement là pour rappeler à tout le monde que LA Knight, il est pas du tout en chute libre, ok, il est plus à la poursuite d'un titre mondial, mais il est quand même encore dans une phase très intéressante, et d'ailleurs le match a même pas commencé tout de suite, puisque les deux rivaux sont d'abord partis s'affronter à l'extérieur. Cette séquence, elle a permis à Knight d'écraser Logan Paul sur la table des commentateurs, et enfin de retour dans le ring, le match a pu démarrer. Évidemment, c'est Knight qui va dominer les premiers instants du match, et il tente très vite de remporter la victoire en déroulant avec sa descente du coude, mais Logan revient rapidement avec une projection dans le poteau, puis avec son classique Big Boot et descente du coude, inspiré par Hulk Hogan.
Oui, d'ailleurs visiblement il s'inspire pas de Hogan que dans le catch, mais enfin bon bref. Avec ça, les deux rivaux peuvent reprendre leur échange et c'est encore Logan Paul qui prend le dessus avec des prises toujours originales, mais le challenger se reprend assez vite et peut remettre la balle au centre. Knight enchaîne son rival dans les 4 coins du ring et franchement les échanges sont très cool, avec notamment cette grosse descente du coude de Knight qui passe très bien, et pour un match dont j'attendais pas des masses dans le ring, bah finalement c'est très bien joué. En plus, quoi qu'on en dise, Logan ça reste un catcheur très talentueux, et il le prouve une fois de plus avec un moonsault juste magnifique à l'extérieur, et avec ça, le match avait tout ce qu'il fallait pour être génial. De retour dans le ring, on a une séquence de contre pour faire monter le suspense, et Logan finit par toucher son adversaire avec sa fameuse droite chanceuse, qui n'obtient qu'un compte de 2 sous les cris de joie du public. Le champion reste malgré tout dans l'affrontement encore quelques temps, mais alors qu'il est sur la 3ème corde, il est capté par une immense superplex de LA Knight qui a fait peur à tout le monde au vu de la chute, et ce moment permet encore une fois aux deux rivaux de partir à l'extérieur. Du coup, tant qu'il est là, Knight il en profite pour se débarrasser des 2 potes de Logan aux abords du ring, mais cette perte de temps elle permet justement au champion de revenir et d'aller finalement chercher son fameux point américain qui était en fait attaché autour du cou de MGK. Et là j'avoue que j'ai eu un petit peu peur. En fait, Knight revient pour remettre Logan dans le ring, mais le champion lui envoie un coup de poing américain dans le dos de l'arbitre pour le sonner et le faire reculer avant d'enchaîner avec sa buckshot lariat. Logan s'élance alors et veut conclure le match, mais pour mon plus grand plaisir, LA Knight le contre et l'écrase au sol avec un BFT qui reçoit une grosse ovation et qui permet à la mégastar de couvrir Logan Paul pour enfin devenir champion des États-Unis. Franchement, encore une fois, on a un match très cool à tout niveau, on n'a pas ou peu de ratés, une histoire très bien racontée et un LA Knight colossal qui vient à bout d'un Logan Paul toujours aussi impressionnant pour remporter un titre qu'il mérite amplement et qui en plus lui va à merveille. Alors, c'est sûr qu'on était beaucoup à l'attendre sur la mallette Money in the Bank ou sur le titre poids lourd, mais ce titre US fait quand même vraiment plaisir et j'ai extrêmement hâte de voir dans quelle direction Knight va pouvoir emmener la ceinture. Mais du coup, vous le voyez, avec tout ça, pour l'instant, SummerSlam, c'est juste un sans faute. Non, vraiment, les matchs sont tous très cool, les résultats sont cohérents et tout se passe très bien, et il est donc temps de voir si cette dynamique va continuer même sur les matchs que j'attendais un petit peu moins, avec l'affrontement entre Nia Jax et Bayley pour le titre de la WWE. L'histoire entre les deux femmes, elle est plutôt basique. Bayley est championne depuis WrestleMania et malheureusement elle fait pas grand chose, et Nia Jax de son côté elle a remporté le tournoi Queen of the Ring pour obtenir une chance au titre à SummerSlam. Au milieu de tout ça, on a la présence de Tiffany Stratton et sa mallette Money in the Bank qui lui permet d'avoir un match de championnat quand elle veut et qui donc ajoute un petit peu de suspense à cet affrontement, mais malheureusement comme le règne de Bayley n'est pas fameux et que cette rivalité n'est pas non plus la plus intéressante, bah j'avais pas tant d'attentes que ça. Mon pronostic était plutôt simple, je voyais Nia Jax repartir avec le titre pour permettre de relancer un petit peu la division féminine de SmackDown avec d'autres histoires, et en ce qui concerne Tiffany Stratton, je croyais franchement pas en son encaissement. Et donc c'est parti. Il était temps de voir si ce match allait me surprendre dans le bon sens du terme, et d'entrée de jeu on a eu des échanges plutôt cool avec des droites envoyées par les deux adversaires, et une championne intelligente qui réussit à surprendre sa challengeuse à plusieurs reprises. Bon, bien sûr, la puissance de Nia, elle finit par faire la différence et elle écrase Bayley pour imposer son rythme avec une domination lente et méthodique qui va d'ailleurs durer un bon moment. Alors, je reviendrai un petit peu dessus à la fin, mais moi c'est ça que j'ai reproché à ce match. Parce que même si le côté lent de Nia il est justifié par son style et le fait qu'elle soit heel et que ça fonctionne généralement bien pour frustrer les fans et mener à un retour de la championne, bah là ça s'est pas vraiment passé comme ça. Parce que oui, Bayley a certes fini par revenir après avoir subi pendant tout le début du combat, mais comme elle avait beaucoup souffert, ses retours n'ont pas apporté la vitesse que j'attendais. Alors, c'est sûr que je m'attendais pas à un match à 100 à l'heure, mais malheureusement les échanges entre les deux à partir de là pour moi ils étaient un petit peu trop lents, y compris les tentatives d'accélération de Bayley, et donc sans être horrible, ce match était à mes yeux le moins bon de la soirée. Après, il faut aussi dire qu'avec une histoire un petit peu en dessous des autres, ça n'aidait pas non plus à me mettre dedans, et Nia finit donc par revenir en faisant chuter Bayley sur le coin, pour mener finalement à une partie un peu plus intéressante. En fait, la championne réussit à contrer une souplex en une guillotine de manière très intelligente, et même si elle se fait reprendre, elle revient avec une belly to belly pour essayer de conserver son titre. Vous vous en doutez, après ça, c'est toujours pas fini, Nia revient après une séquence plutôt cool, et elle réussit même à placer son Annihilator, qui à la surprise de tous les fans, n'obtient là aussi qu'un compte de 2. Franchement, le fait que Bayley se dégage de cette prise dont quasiment personne ne s'est jamais dégagé, j'ai trouvé ça très bien, et pour moi c'est d'ailleurs à partir de là que le match va prendre une dimension bien plus intéressante. Nia se défoule sur Bayley mais elle est surprise par une esquive, elle finit par revenir très peu de temps après avec un Samoan Drop à l'extérieur, mais alors qu'elle tente d'en finir avec un second Annihilator, la championne revient et choque le monde entier, en soulevant Nia pour une immense powerbomb qui obtient une très bonne réaction de la part de Cleveland. Là, le match va donc entrer dans sa dernière phase qui pour moi est très clairement la meilleure puisque Bayley place une descente du coude qui n'obtient qu'un compte de 2 et qui mène à l'arrivée de Tiffany Stratton et sa mallette Money in the Bank pour nous faire croire à un encaissement. Bon, franchement, je l'ai dit, j'y croyais pas du tout, et pour cause, Stratton se fait juste sortir du ring par Bayley, et la championne veut enchaîner avec un roll-up qui franchement m'a fait un peu peur, mais alors qu'elle tente de reprendre de la vitesse, elle se fait écraser par une powerbomb suivie d'une deuxième, et Nia Jax conclut finalement le match avec 2 Annihilators, qui cette fois-ci lui donnent un compte de 3, et donc le titre de la WWE.
Du coup, même si le match était un peu lent pendant la première moitié, voire même un petit peu plus, je trouve qu'à partir du dégagement du finisher de Nia, ça devient beaucoup mieux, et la fin, elle est très bien amenée, avec là encore une victoire logique pour une catcheuse qui n'a eu de cesse de montrer de très belles choses depuis son retour, autant dans le ring que dans ses histoires. Avec en plus Tiffany à ses côtés, on espère voir une histoire intéressante dans les semaines suivantes, mais en tout cas pour moi le choix était très bon, et même si le match n'était pas exceptionnel, ça reste largement à la hauteur de la soirée. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'être à la hauteur, le show était pour moi maintenant sur une lancée inarrêtable. Il ne restait plus que 3 matchs qui avaient chacun à leur manière la possibilité d'être exceptionnels, et arrivé environ à la moitié du show, je commençais à me dire qu'on avait moyen de voir un des plus grands SummerSlam de l'ère moderne. Mais pour ça, il fallait que le match suivant soit à la hauteur. Et donc, il est temps de parler de l'affrontement entre CM Punk et Drew McIntyre avec Seth Rollins en arbitre spécial. Ce match a juste l'une des histoires les plus fortes de la carte à mes yeux. Depuis son retour en fin d'année 2023, CM Punk n'a fait aucun match en 1 contre 1 à la télévision, tout simplement parce qu'il s'est blessé dès l'une de ses premières apparitions. Le responsable de cette blessure, c'est Drew McIntyre, et c'est ça qui a lancé cette rivalité, qui a d'ailleurs très vite pris une ampleur colossale. D'abord, Drew était très confiant et il célébrait le fait de s'être débarrassé d'un homme qui est considéré par beaucoup comme un cancer au vu de ce qui s'est passé à l'AEW, mais très vite, tout s'est malheureusement retourné contre lui. Après de nombreux échanges au micro qui étaient très cool, CM Punk a fini par lui coûter son titre poids lourd à WrestleMania en l'attaquant pour permettre l'encaissement Money in the Bank de Damien Priest, il lui a coûté sa chance de retrouver la ceinture chez lui en Écosse, il a ruiné son encaissement de la mallette Money in the Bank le mois dernier, et globalement ça fait longtemps qu'il lui gâche la vie. En retour, Drew s'en est pris à la famille de CM Punk en lui volant un bracelet très important à ses yeux, et cette histoire est donc très vite devenue très personnelle. Ajoutez à tout ça la présence de Seth Rollins en tant qu'arbitre spécial, qui est impliqué dans l'histoire depuis le début, puisqu'il fait partie des gens qui se sont opposés à CM Punk à son retour et qu'il a eu une rivalité contre Drew McIntyre, et vous avez là le parfait cocktail pour un match qui raconte une grande histoire. Alors, c'est sûr qu'en termes de catch, on s'attendait pas au plus grand match de tous les temps, mais avec Rollins qui avait annoncé qu'il allait juste adapter les règles à son bon vouloir, on savait qu'on allait se régaler, et j'espérais personnellement voir Drew prendre enfin sa revanche, d'où mon pronostic de sa victoire. Et bien écoutez, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que la WWE a encore une fois parfaitement géré cet affrontement. Rollins fait son entrée avec une tenue de fou, parce que bien sûr il allait pas juste mettre un classique t-shirt d'arbitre, Drew le rejoint avec la volonté de détruire son rival, et CM Punk débarque pour la première fois dans un match 1 contre 1 depuis près de 10 ans sur les écrans de la WWE, pour lancer un des matchs les plus attendus de cette soirée. Et donc c'était parti. Il était temps de savoir si CM Punk allait être à la hauteur des attentes et à la hauteur de cette immense histoire, et désolé pour ses nombreux détracteurs, mais on est obligé de reconnaître qu'il l'a été. D'entrée de jeu, il fait monter la tension avec Rollins en lui mettant son gilet dessus, ce qui pousse ce dernier à se torcher avec, et Punk démarre en dominant McIntyre avec des droites. Malheureusement pour lui, il s'arrête pas de le frapper dans les cordes alors que Rollins arrive à un compte de 5, du coup son adversaire revient et commet la même erreur, ce qui permet de montrer que Rollins a clairement l'intention de rester impartial. Avec ça, c'est encore au tour de Punk de revenir et il enchaîne McIntyre, mais il se fait très vite contrer et subit alors de violents coups de son adversaire, jusqu'à ce qu'il l'envoie à l'extérieur pour le coucher avec une jumping clothesline. Le catcher straight edge a donc le dessus pendant quelques temps hors du ring, alors que Rollins arrête très vite de décompter les deux hommes pour les laisser régler leur compte, ce qui permet justement à Drew de revenir et d'écraser Rollins sur la table des commentateurs et sous le ring avec une prise juste terrifiante. Et là, on entre dans une séquence que j'ai adorée. Pendant de longues minutes, Drew va dominer Punk avec des prises violentes et une domination claire, nette et précise, ce qui permet à la fois de montrer à quel point il a le dessus sur son rival et à quel point CM Punk est capable d'encaisser. Parce que oui, on était nombreux à craindre la blessure, mais Punk s'en est honnêtement très bien sorti et pourtant on peut pas dire que Drew y est allé doucement. Prise après prise, le psychopathe écossais a malmené l'ancien champion de la WWE sans que celui-ci n'ait la moindre réponse, et il faut attendre que Drew aille chercher une chaise à l'extérieur pour qu'enfin la tendance s'inverse. Et oui, de retour dans le ring, McIntyre va s'adresser à Rollins et lui demande de tourner le dos à l'action pour le laisser détruire Punk, en lui disant qu'il le veut tout autant que lui et que c'est la bonne chose à faire. Mais bon, finalement Rollins empêche Drew de porter son coup et il récupère la chaise pour lui dire d'en finir de la bonne manière, et dans un bel hommage à SummerSlam 1997, Rollins se fait pousser par Drew et arme un coup de chaise que ce dernier esquive pour envoyer l'arbitre droit sur CM Punk. Heureusement, Rollins, contrairement à Michaels, il ne va pas au bout de son geste et il s'arrête à la dernière seconde, mais ce moment instaure encore une fois le doute dans la tête des trois hommes, d'autant que Rollins se retrouve perturbé pendant un moment et ne peut donc pas compter la tentative de tomber surprise de CM Punk. Tout ça permet encore à Drew de reprendre le dessus et il prépare un Claymore Kick, mais son adversaire est encore là et il revient avec un coup de pied. Punk sent alors le vent tourner et il enchaîne. Il déroule sur McIntyre avec ses coups de genoux et il moque Seth Rollins en lui envoyant un bisou avant d'écraser Drew avec sa descente du coude pour essayer d'en finir avec l'Anaconda Vice. La prise ne permet malheureusement pas à Punk de gagner le match, mais elle lui permet quand même de retirer ce bracelet si cher à ses yeux que Drew lui avait volé il y a quelques semaines, et justement alors qu'il est concentré sur cet objet, McIntyre revient et le couche avec un Claymore Kick qui obtient un compte de 2 sous l'explosion des fans. Ce moment j'ai simplement adoré, parce que si on montre que Punk est trop concentré sur le bracelet et que ça aurait donné une fin satisfaisante pour moi, on montre aussi qu'on peut jamais vraiment prédire la fin d'un match, et jusque là tout était juste génial. Et en plus c'était très loin d'être fini.
Voyant le bracelet placé au sol, Seth Rollins décide de le prendre pour le mettre à son poignet, certainement juste pour le sortir du passage, et donc alors que Punk revient et prépare son GTS qui lui offrirait certainement la victoire, il réalise que c'est l'arbitre qui a récupéré le bracelet contenant le nom de sa femme et de son chien, et il perd alors complètement la raison. Alors, je sais que beaucoup critiquent ce principe en disant que c'est juste un bracelet action, mais en vrai, dire ça, c'est faire abstraction de la signification qu'il a. Ce bracelet, il est très cher aux yeux de CM Punk, pas pour sa valeur réelle, financière ou quoi que ce soit, mais pour ce qu'il représente et pour sa valeur sentimentale. Donc c'est hyper logique qu'il s'arrête pour le reprendre. Mais du coup, vous imaginez bien que cette distraction permet à Drew de revenir et il envoie un coup à CM Punk qui tombe sur Seth Rollins et l'arbitre se retrouve alors hors du match. Malheureusement, ce moment empêche finalement Punk de remporter le combat puisqu'il revient et place son GTS sur son adversaire, et même si l'arbitre étant un catcheur, il ne tarde pas à revenir pour faire le compte, les quelques secondes perdues permettent à Drew de lever l'épaule. A partir de là, Punk a complètement perdu le contrôle de ses émotions, il se met à hurler sur Seth Rollins et se déconcentre pour de bon, le couchant avec un GTS pour récupérer encore une fois son bracelet, ce qui permet à McIntyre de reprendre ses esprits et de revenir. Drew ne tarde pas à enchaîner, il couche Punk avec un deuxième Claymore Kick, et cette fois-ci, même si Rollins est à moitié KO, il est suffisamment réactif pour venir entamer le compte de 3 qui ira jusqu'au bout, et qui permet à McIntyre de battre l'homme qui lui ruine la vie depuis de très longs mois. Drew McIntyre a donc enfin réussi à prendre sa revanche sur CM Punk, sa victoire est à la fois logique et importante, d'autant qu'il montre que l'histoire n'est pas finie en s'emparant encore du bracelet de son adversaire avant de célébrer sur son corps inerte, pour conclure un très bon match avec une histoire extrêmement forte. Et donc, à partir de là, pour moi, SummerSlam allait forcément être une grande réussite. Avec les 2 matchs restants, je ne voyais pas comment le show pouvait décevoir. Tout ce qui pouvait mal tourner s'était passé parfaitement, et on pouvait donc enchaîner avec le premier match pour le titre mondial masculin entre Damien Priest et Gunther. Ce match, il faisait clairement partie de ceux que j'attendais le plus. Et pourtant, sur le papier, c'est très basique. Damien Priest est champion, Gunther est King of the Ring, et il a donc droit à un match de championnat à SummerSlam, et c'est tout. Mais en fait, là où la rivalité était très intéressante, c'est que la WWE a très bien réussi à faire monter la tension, et honnêtement, j'étais trop content quand c'était enfin l'heure de voir les deux hommes régler leur compte avec tout ce qui s'est passé. Avec d'un côté Gunther qui a tout dominé depuis son arrivée à la WWE avec un run de champion intercontinental incroyable et d'immenses attentes pour un titre mondial, et de l'autre Damien Priest avec lequel j'avais beaucoup de mal à la base mais qui s'est vraiment révélé dans son règne, notamment ces derniers temps avec des échanges violents entre les deux, bah pour moi tout était réuni pour qu'on ait un match absolument immense. En plus, c'était vraiment très dur de pronostiquer un gagnant, et même si de base je penchais plutôt du côté de Gunther, je voyais très bien Priest créer l'exploit et conserver son titre. Quoi qu'il en soit, j'étais certain que ce match allait être incroyable, et clairement, j'avais raison. Avec l'intensité de la rivalité, les deux partent directement à la lutte avec des gros coups, et une domination du champion qui veut en finir directement avec son South of Heaven, mais évidemment, Gunther revient, et le match continue avec des échanges à l'extérieur. Le challenger réussit alors à reprendre le dessus, et il domine le champion avec des atémies et des violentes prises dans le ring, dont lui seul a le secret. Le ring général et le champion du monde continuent les échanges très cool avec des contres dans tous les sens qui donnent au match une fluidité et une intensité vraiment trop cool, et les deux rivaux partent à la lutte sur la 3ème corde pour redonner l'avantage à Damien Priest. Le champion enchaîne avec un violent Falcon Arrow dont Gunther se dégage, et le King of the Ring revient avec d'énormes atémies auxquelles Priest répond par des coups d'avant-bras. Les coups et les atémies portés par Priest finissent par ouvrir le torse de Gunther qui se met à saigner pour ajouter encore de la violence et de l'intensité à cette histoire qui continue de prendre en ampleur avec chaque coup porté par un des deux adversaires. Franchement, c'est un peu difficile de décrire l'action et c'est vraiment un match que je vous conseille d'aller voir par vous-même parce que c'est ultra disputé et personne prend vraiment le dessus pendant longtemps, et c'est aussi ça qui permet de le rendre aussi génial. Gunther tente d'en finir avec son dropkick et sa powerbomb, mais Priest se dégage dans un immense moment, le challenger enchaîne avec encore plus d'atémies et il veut placer une 2ème powerbomb, mais là encore Priest revient et surprend Gunther avec un coup de pied puis un South of Heaven qui à nouveau n'obtient qu'un compte de 2. Et donc voilà, vous voyez quand je vous parlais de l'intensité et de l'importance de ce match, bah c'est précisément de ça dont je parlais. Les deux n'arrivent pas à se départager malgré toute la violence et la puissance mise dans chacun de leurs coups, et les contres continuent à s'enchaîner avec le ring général qui couche le champion avec d'immenses cordes à linge, qui encore une fois ne lui donne pas la victoire. Priest semble alors à bout de force et Gunther commence enfin à avoir clairement le dessus sur la rencontre pour se rapprocher petit à petit de son premier titre mondial, mais le champion ne lâche pas l'affaire et provoque encore son adversaire. Et là enfin, on arrive au tournant du match. Finn Balor arrive aux abords du ring pour soutenir le champion, ce qui finit par fonctionner puisque Priest envoie d'énormes coups d'avant-bras et des atémies pour tenter de se remettre debout, mais là encore, Gunther est juste trop fort et Priest ne peut pas se relever. Le challenger va alors prendre quelques secondes pour provoquer Balor et il lui envoie même un coup de pied pour le sortir du match, mais cette action permet justement à Priest de revenir. Hors de lui, en voyant que son ami s'est fait attaquer, il revient et il enchaîne Gunther de corde à linge pour reprendre l'ascendant, avant de l'écraser avec un Razor's Edge suivi d'un South of Heaven, qui lui donnera à coup sûr la victoire. Priest va alors se coucher sur le corps de son adversaire et il s'apprête à conserver son titre, mais de nulle part, Finn Balor débarque et place la jambe du challenger sur la corde pour coûter la victoire à son ami.
Le champion n'en revient pas et pourtant il ne sait pas ce qui s'est passé. Il doit attendre le replay sur l'écran géant pour comprendre et là il découvre l'impensable. Son ami l'a trahi et le visage de Finn Balor se transforme totalement. Priest est déconcentré, il veut aller se venger mais soudain Gunther revient et le couche avec une prise de soumission. Sous les yeux de Balor, le champion s'apprête à perdre connaissance et à voir son titre quitter ses mains, mais dans un dernier élan d'espoir et de colère, Priest se débat sous l'ovation du stade et il tente de voler le match avec un tombé surprise avant d'enfin mettre la main sur son ancien ami. Malheureusement, si la colère de Priest lui a permis de se relever une première fois, celle-ci l'aveugle et le détourne de son objectif principal, et ça permet à Gunther de revenir une dernière fois avec sa prise de soumission, dont cette fois-ci le champion ne se relèvera jamais, puisqu'après quelques secondes, Damien Priest perd connaissance, et Gunther devient alors officiellement champion du monde poids lourd, au terme d'un match juste incroyable. Honnêtement, tout était parfait. Le match est disputé, intense et fluide, Gunther et Priest ont régalé, l'histoire est racontée à merveille avec l'arrivée de Balor qui tient son rôle exactement comme il faut, et avec son dégagement de la première soumission, Priest passe pour un boss ultime. Bref, ce match est incroyable et pour moi, c'était le meilleur de la soirée. En plus, avec la trahison de Dominic en début de show, le Judgment Day a complètement implosé lors de SummerSlam et j'ai extrêmement hâte de Raw pour voir dans quelle direction va aller cette histoire. Donc franchement, c'est une réussite à 100%. Et donc, on y arrive. À ce moment-là, il ne reste plus qu'un match, le main event, le match pour le titre indisputé entre Cody Rhodes et Solo Sikoa, en Bloodline Rules. Bon, là on est sur un affrontement qui était aussi très attendu, mais peut-être pas pour les raisons qu'on imagine. En soi, je pense que très peu de gens imaginaient que Solo allait remporter le titre de la WWE. Et on peut pas non plus dire que la rivalité entre les deux, elle est excellente. Mais pourtant, tous les fans avaient hâte de ce match pour une toute autre raison. Depuis quelque temps, Solo Sikoa s'est autoproclamé chef tribal de la Bloodline et il a monté une nouvelle version du groupe en excluant Jimmy Uso et Paul Heyman pour être rejoint par deux nouvelles têtes impressionnantes avec Tama Tonga et Jacob Fatu, et une tête, elle, moins nouvelle et surtout moins impressionnante, Tonga Loa. Bon, ça c'est gratuit, mais j'étais obligé. Du coup, avec cette nouvelle Bloodline, Solo se sent pousser des ailes et il s'est mis en confiance en rivant les épaules du champion dans un match par équipe à Money in the Bank, mais surtout, il s'en est pris à Roman Reigns au travers de nombreuses promos. Ça fait des semaines qu'il en parle, qu'il dit que si Reigns a un problème avec le fait qu'il soit le nouveau chef tribal, il sait où le trouver, et puisqu'en plus SummerSlam c'est le show de Roman Reigns, il suffit de voir ce qu'il a fait ces dernières années, et bien tout le monde attendait son retour. Alors, c'est sûr qu'avec ça, le titre de champion passe au second plan, et les fans risquaient d'être très déçus si le retour ne se faisait pas, mais au moins ça mettait des attentes immenses et ça permettait de conclure la soirée en beauté. Et pourtant, ce match aurait vraiment pu être celui qui décevait tout le monde. Parce que, soyons honnêtes, au-delà de la présentation de Cody Rhodes depuis les vestiaires avec son chien et avec Arn Anderson, le match était loin d'être incroyable. Encore une fois, c'était plutôt lent puisque c'est Solo qui a pris le dessus au début du combat, et même si on sait que la WWE a de grands projets pour lui, je l'ai vraiment pas trouvé à la hauteur cette nuit. En fait, on sent qu'il y a une volonté de s'inspirer de Roman Reigns avec le rythme lent et les interactions avec la foule, mais franchement, ça marche pas aussi bien que la WWE le voudrait. Et si Roman Reigns, lui, avait un règne et une histoire qui justifiait un tel comportement, bah Solo n'a pas tout ça. Alors, je comprends que c'est fait exprès, on veut montrer que Solo vole plus haut qu'il ne le devrait, mais pour moi, c'était quand même pas à la hauteur. Après, les quelques retours de Cody étaient quand même sympas, et Solo n'a pas du tout été catastrophique non plus, mais tout le début du match m'a quand même un petit peu déçu, d'autant que pour rappel, bah chez nous, il était 4h du mat. Du coup, on a eu droit à une très longue domination de Solo, qui place des Samoan Drop assez douteux, je trouve, et qui prend le temps de détruire Cody petit à petit, mais tout ça restait quand même très classique. Cody revient avec son Cody Cutter, les fans le soutiennent pour qu'il enchaîne et envoie Solo à l'extérieur avant de dérouler dans le ring avec ses classiques, mais le challenger trouve toujours un compte qui lui permet de se relancer. A la rigueur, j'ai quand même trouvé cool le fait que ce match contribue à crédibiliser Solo, qui pour rappel a quand même battu John Cena dernièrement, donc il fallait pas qu'il soit montré trop faible contre Cody, mais le moment qu'on attendait tous, c'était évidemment pas ça. Parce que oui, c'était bien beau de voir Solo dominer et Cody revenir de temps en temps, mais ce match c'était un Bloodline Rules, donc il n'y avait pas de disqualification, et ça c'était pas pour rien. Du coup, Cody revient sur un contre et il enchaîne, il couche Solo avec un genre de moonsault crossbody, il l'écrase du haut de la 3ème corde avec une superplex, et enfin il contre la tentative de crossroads de son adversaire pour lui placer lui-même sa prise de finition et clouer son challenger au sol. Évidemment, ce moment c'est le tournant du match puisque Tama Tonga et Tonga Loa font leur entrée pour torcher un plaquage dans le coin parce qu'encore une fois Tonga Loa il peut pas s'empêcher de rater quelque chose, et Cody est finalement écrasé au sol par la prise de finition des deux associés de Solo Sikoa. Bien sûr, Cody réussit quand même à se dégager et la suite elle est hyper logique. Kevin Owens fait son retour pour venir en aide à son associé, il domine quelque temps Tama Tonga et Tonga Loa, il finit par lui aussi se faire reprendre et il reçoit finalement l'aide de son partenaire, Randy Orton. A partir de là, Cody et Solo sont vraiment hors du match, on a vraiment l'impression de revivre WrestleMania 39 avec les Usos, Sami Zayn et Kevin Owens, mais justement, pour permettre au match de reprendre normalement, les 4 hommes partent se battre dans la foule, et le champion peut reprendre son match contre son challenger. Et là, le suspense était au plus haut. Le retour de Orton et Owens c'était bien sympa, mais en vrai on s'y attendait un peu. Et puisqu'on n'avait pas encore vu Jacob Fatu, on se doutait qu'il restait encore quelque chose. Du coup, Cody amène des escaliers dans le ring, mais il se fait encore surprendre par son adversaire. Solo veut l'écraser dans le coin, mais il se fait lui aussi contrer et le champion enchaîne avec 2 crossroads, qui mènent enfin à l'arrivée du loup-garou samoan,
Jacob Fatu. Alors, il n'y a pas à dire, le moment est cool, et il est même très cool, parce que Jacob régale avec des prises toujours aussi incroyables, mais le problème, c'est que ça m'a fait réaliser à quel point un match entre Cody et Jacob Fatu aurait été 1000 fois mieux dans le ring. Mais bon, qui sait, peut-être qu'on finira par y avoir le droit. Pour l'instant, Jacob, il tente juste de donner la victoire à Solo, mais Cody se dégage, et donc il décide d'enchaîner à l'extérieur, en l'écrasant à travers la table des commentateurs. Seulement voilà. Sur son saut, Jacob semble s'être détruit la jambe, et franchement sur le moment c'est assez dur de savoir à quel point cette blessure est réelle, parce que Jacob il a vraiment l'air d'avoir mal, et il n'arrive pas à se relever. Mais avec son action, il a tout de même réussi à offrir Cody en pâture à Solo, et ça n'a pas de prix. Le challenger remonte alors dans le ring et il écrase Cody avec un splash mais ne réussit pas à gagner, et le champion revient en contrant le Samoan Spike et en couchant son adversaire avec un super Cody Cutter. À ce moment-là, les deux hommes se retrouvent donc KO au centre du ring et chacun tente de reprendre son souffle. Mais soudain, voilà ce qui se passe. Oh ouais! Et oui, on était nombreux à l'attendre et on l'a eu, sous l'ovation de 50 000 personnes présentes à Cleveland. Roman Reigns, le Original Tribal Chief comme semble l'indiquer son t-shirt, fait son retour et il rejoint le ring en savourant l'ovation qu'il reçoit. Une fois entre les cordes, Roman Reigns ne perd pas de temps, il couche Solo avec un immense Superman Punch et l'écrase avec un violent spear devant un public qui se régale. Et enfin, il donne simplement un hochement de la tête à Cody avant de quitter le ring, ce qui permet au champion de coucher Solo avec un Crossroads pour le couvrir et conserver son titre. Alors, c'est sûr qu'avec tout ça, le match n'était pas royal en soi, les interventions c'était vraiment le point central et elles n'arrivent qu'au bout de nombreuses minutes, mais avec ce retour de Roman Reigns, la WWE a réussi quelque chose d'immense. D'une part, on va certainement voir Solo et Reigns partir en rivalité et le nombre de possibilités est juste infini. D'une autre, Cody va peut-être pouvoir se lancer dans d'autres histoires avant de pourquoi pas retrouver Reigns plus tard dans l'année, mais le plus important pour moi, c'est même pas ça. Avec ça, la WWE a réussi quelque chose de colossal. Un travail qui avait en fait commencé il y a près de 10 ans, quelque chose qu'ils ont tenté tant bien que mal de forcer et qu'ils viennent d'obtenir enfin naturellement. Ils ont fait de Roman Reigns l'un des plus grands faces de l'entreprise. Et oui, avec cette rivalité contre Solo et ce retour triomphant après un règne historique dans lequel il a montré de quoi il était capable, Roman Reigns s'installe pour de bon au sommet de la WWE en tant que favori du public, et ça, c'est juste incroyable. Du coup, j'ai extrêmement hâte de voir la suite, autant pour les rivalités qu'on a vues plus tôt que pour ce retour de Roman Reigns, mais surtout avec ce dernier moment, on peut confirmer une chose, SummerSlam 2024 était largement à la hauteur, et c'était un show juste incroyable. Pour moi, c'est une réussite à tous les niveaux. Les histoires ont avancé dans la bonne direction, certaines se sont terminées pour en ouvrir de nouvelles et les matchs étaient tous très cool. Et même si on peut reprocher à Triple H d'avoir des shows un peu moins bons entre les gros événements, force est de constater que sur les grandes scènes, c'est toujours absolument fou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et à me donner votre avis sur SummerSlam 2024, est-ce que vous étiez déçu ou au contraire, est-ce que pour vous c'était totalement à la hauteur? Et tant que vous y êtes, profitez-en pour venir me voir tout de suite en live sur Twitch, on va un petit peu discuter de SummerSlam et aussi lever des fonds pour Make-A-Wish, puisque je suis en plein Busters Event, un événement caritatif dont je vous ai déjà parlé. Donc si vous voulez discuter catch, faire des quiz ou même encore plein d'autres choses en soutenant une bonne cause, ben n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, je vous attends. Allez, sur ce, je vous remercie encore de votre soutien et je vous attends sur tous mes autres réseaux qui sont en description. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.